Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos documents. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte qui, franchement, donne le vertige. Salut, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un texte extrêmement dense. Il faut s'imaginer la scène pour ceux qui nous écoutent. On flotte à, disons, 5 ou 6 000 mètres d'altitude. Rien que ça. Ouais. Et notre corps physique, lui, il est resté tout en bas, inerte. Mais notre conscience est d'une clarté tellement terrifiante qu'on peut distinguer les antennes d'une colonie de fourmis dans l'herbe, loin sous nos pieds. C'est un niveau de détail absolu. Exactement. Et puis soudain, une force nous aspire. On glisse à travers l'espace et bam, on atterrit brutalement au milieu d'une communauté de bûcherons. Des bûcherons. Oui, des hommes et des femmes qui tirent des troncs d'arbres avec des chevaux, qui tissent de la laine. Ils sont hyper polis, hein. Mais en les regardant dans les yeux, on réalise un truc glaçant. Ils sont complètement vides à l'intérieur. Dépourvus de la moindre étincelle de joie, oui. C'est ça. Et ça, c'est pas le scénario du dernier film de science-fiction à la mode. C'est un témoignage brut. C'est tiré du document qu'on explore aujourd'hui, un texte fascinant qui s'intitule « La source du geste ». Un document vraiment captivant, oui. C'est un dialogue très percutant entre Alain, un homme de 70 ans qui a vécu de multiples sorties hors du quart des SCHC tout au long de sa vie, et Lia, son interlocutrice, qui a un esprit redoutablement analytique. Et le contraste entre les deux est génial. Ah, complètement. Notre mission aujourd'hui, à travers ces pages, c'est d'enquêter sur le plus grand mystère de notre condition. Rien de moins. Qu'est-ce que la conscience ? Vaste programme. Et le problème, en fait, c'est que dès qu'on aborde ce genre de récit, purement empirique, la science moderne a souvent tendance à détourner le regard. Elle aime pas trop ce qu'elle peut pas mesurer. Exactement. On est en plein cœur de ce que le philosophe David Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Le fameux hard problem, ouais. C'est ça. Les neurosciences aujourd'hui, elles excellent pour cartographier la mécanique. On sait exactement quel réseau de neurones s'allume quand on se brûle le doigt ou quand on résout une équation complexe. On voit les petites lumières sur les RM, quoi. Voilà. Mais le fossé explicatif reste béant quand il s'agit de comprendre pourquoi cette chimie neuronale s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi ça fait un effet d'être soi. Pourquoi je ressens la brûlure plutôt que de juste traiter l'information comme un ordinateur ? Tout à fait. Et ce qui rend ce dialogue entre Alain et Lia si pertinent, c'est qu'il ne commence pas par des histoires de fantômes ou de la magie. Il commence par le socle le plus dur de la physique fondamentale, la mécanique quantique. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est là que ça devient costaud. Avant d'entrer dans les expériences mystiques d'Alain, on doit faire un petit détour par la physique. Un détour indispensable, oui. On parle de l'équation de Schrödinger et de la fameuse fonction d'onde. Pour ceux qui suivent un peu la physique quantique, on sait qu'à l'échelle subatomique, la matière, c'est pas un truc fixe. C'est un nuage. De probabilité où la particule murmure d'une certaine façon qu'elle pourrait être ici ou bien là. Et c'est seulement l'observation qui la force à choisir. Exactement. Et ce qui est vertigineux dans les sources qu'on étudie aujourd'hui, c'est l'hypothèse soulevée par les travaux du physicien Philippe Guimond. Ah oui, Guimond, une théorie très audacieuse. Carrément. Il suggère que cette fonction d'onde, elle ne s'applique pas seulement aux petits électrons, mais à la réalité tout entière. En gros, ça formerait un immense arbre des possibles, des futurs potentiels invisibles. Et c'est là que la conscience intervient. C'est ça. La conscience, ce serait la seule lanterne capable d'éclairer une branche spécifique de cet arbre. Elle fige la probabilité pour la rendre réelle. C'est une image magnifique. Mais poussons le raisonnement un peu plus loin, car c'est vraiment là que le consensus scientifique se fracture. Ça crée des débats houleux, j'imagine. Oh que oui. L'approche dominante, qui est portée par des pointures comme Stanislas Dehaene ou Giulio Tononi, elle maintient que la conscience est juste une émergence du cerveau. Une sorte d'illusion sophistiquée générée par nos neurones ? Exactement. Mais de l'autre côté, on a des figures très respectées, comme le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff, qui proposent un mécanisme radicalement différent. La fameuse théorie des microtubules ? Voilà. Ils pointent vers cette structure cylindrique microscopique, les microtubules, qui se trouvent à l'intérieur même de nos neurones. Et qu'est-ce qu'ils font de si spécial, ces microtubules ? Selon Penrose et Hameroff, ils fonctionneraient comme des isolants parfaits, capables de maintenir des états quantiques à l'échelle biologique. Au cœur même de notre cerveau. C'est ça. Donc, la conscience ne serait plus un simple produit du cerveau, mais un processus fondamental lié à la gravité quantique elle-même. Waouh !
Ce qui nous amène à une analogie qui est absolument centrale dans le texte de Lia et Alain. Analogie très puissante. Vraiment. Le cerveau est-il une bougie qui produit la lumière en brûlant sa propre cire, ou bien est-ce une simple fenêtre qui laisse passer une lumière déjà existante? C'est toute la question. Pour justifier un mystère spirituel? C'est une critique tout à fait légitime. Le risque de récupération simpliste existe indéniablement. On voit ça partout sur Internet aujourd'hui. Le fameux charabia quantique. Exactement. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que réduire cette analogie de la fenêtre à une simple métaphore poétique, ce serait une erreur. Ah bon? Oui, parce que ça s'inscrit dans un courant philosophique ancien et extrêmement robuste qu'on appelle le pensisme. Le pensisme, donc l'idée que tout a une conscience. Pas tout à fait. L'idée, c'est pas de dire que les cailloux ou les électrons ont des sentiments ou font des dépressions, hein. Heureusement. L'idée, c'est que la proto-conscience est une propriété irréductible de l'univers, au même titre que la masse, la gravité ou le spin magnétique. C'est une brique fondamentale de la réalité, en fait. C'est ça. Si la conscience est fondamentale, alors l'évolution darwinienne n'a pas inventé l'expérience subjective à partir de matière morte. Elle a juste fabriqué une meilleure antenne. Exactement. Elle a complexifié le récepteur biologique, notre cerveau, pour capter un signal qui était déjà présent depuis le Big Bang. C'est vertigineux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant par rapport à notre document. Parce que face à ces débats théoriques très pointus, Alain, lui, dit que ça le fait doucement rigoler. Et on comprend pourquoi. Bah oui, parce que lui, il n'essaye pas de théoriser l'extérieur de la fenêtre. Il y est allé. Concrètement, empiriquement. Involontairement en plus. Une dizaine de fois au cours de ses 70 années de vie. C'est pas rien. Et quand il décrit ses sorties hors du corps, on est très loin du petit rêve un peu flou. Il insiste sur le fait que c'est un monde d'une beauté époustouflante et surtout qui est plus réel que la réalité. C'est une expression qui revient souvent dans ces témoignages. Oui, il parle de cette musique cosmique monumentale, tellement infinie et belle qu'elle l'a fait sangloter jusqu'à en perdre le souffle. Une intensité émotionnelle que le corps physique peine à supporter. Au point de le forcer à réintégrer sa chair. Ouais, mais je me pose une question. Comment différencier ça d'un simple rêve lucide? Si notre monde physique est le rêve, se réveiller de l'autre côté, ça doit faire l'effet de passer d'une vieille télé en noir et blanc, toute floue, à la réalité virtuelle en très haute définition. C'est une excellente comparaison. La clé pour différencier ce qu'il vit d'un simple phénomène onirique, elle se trouve dans ce qu'on appelle la densité de présence. La densité de présence? Oui, c'est un concept abordé par le philosophe Edmund Husserl. Un rêve, par nature, c'est volatile. C'est fragmentaire, c'est tissé par nos angoisses de la journée, ça change sans arrêt. C'est vrai, dans un rêve, on passe du coq à l'âne en permanence. Voilà. Alors que l'expérience d'Alain possède une continuité ontologique inébranlable. Et pour bien comprendre cette mécanique du plus réel que le réel, il faut se tourner vers Henri Bergson. Que dit Bergson là-dessus? Il postulait une idée fascinante. Le rôle principal du cerveau et du système nerveux, ce n'est pas de produire la conscience, c'est de l'éliminer. De l'éliminer. Mais c'est le monde à l'envers, ça. Le cerveau serait un censeur. Exactement. C'est la théorie de la valve de réduction. Ok, explique-moi ça. D'un point de vue évolutif, imagine si notre cerveau percevait en permanence la totalité vibratoire de l'univers, toutes les probabilités quantiques. On se submergeait. Totalement. On serait incapable de lasser nos chaussures ou de fuir un tigre à dents de sabre. Le cerveau filtre 99% de la réalité pour nous livrer qu'une interface 3D stricte, optimisée pour la survie. Donc, ce qui se passe pendant la sortie hors du corps d'Alain, c'est que cette valve de réduction saute. C'est ça. Le filtre se dessert, la conscience est inondée par le flux brut non filtré. D'où ce fameux sentiment de clarté absolue. Et ça explique aussi le bouleversement total de son rapport à l'espace et au temps dans ce monde-là. Tout à fait. L'espace et le temps ne fonctionnent plus pareil. Alain décrit que le temps ne s'arrête pas, mais qu'il s'écoule autrement. Il peut marcher dans un paysage, faire l'effort d'avancer pas à pas. Mais il peut aussi se téléporter, non? Exactement. La seconde suivante, il peut se retrouver ici et ailleurs en même temps, sans aucune distance à parcourir. L'intention remplace le mouvement. C'est la pensée qui crée le déplacement. Mais du coup, si on enlève le corps physique, que devient l'individu dans cet espace hyper réel? Alain décrit le passage et c'est d'une violence inouïe. Ah oui, la mécanique de sortie est terrifiante. Il parle d'une force colossale, d'un bruit de volcan en éruption dans son crâne, ou d'un avion de chasse qui passe juste au-dessus de lui. Puis une porte s'ouvre et il ressent un mouvement de glissade vertigineuse, comme un plongeon depuis le ciel. Un vrai sas de décompression psychique. C'est le mot.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment on peut exister et interagir sans corps? Est-ce qu'on est juste un petit point de vue flottant? C'est là que les travaux du célèbre neurologue Antonio Damasio sont incontournables. Damasio, il a travaillé sur les émotions, non? Oui, et sur la conscience de soi. Il divise notre identité en plusieurs couches. On a notamment le soi corporel et le soi autobiographique. D'accord. Quelle est la différence? Le soi corporel, c'est ta proprioception, tes battements de cœur, ta température, la limite physique de ta peau. Corporel s'effondre brutalement. Mais le soi autobiographique, lui, c'est le récit continu de ta mémoire, tes valeurs, ton histoire personnelle. Et ça, Alain le garde. Il le garde totalement. Et pour éviter la désintégration psychologique face au choc de la perte du corps, l'esprit génère ce que des chercheurs comme Stanislav Grof ou Steven Laberge appellent des transitions symboliques. Ah, donc le bruit du volcan, l'avion, la porte qui s'ouvre, ce ne sont pas de vrais objets physiques dans ce monde-là. Non, c'est l'interface graphique du choc conceptuel, généré par le cerveau qui lâche prise. C'est la traduction sensorielle de l'arrachement à la matière. C'est dingue. Et une fois de l'autre côté, l'identité d'Alain est intacte. Il a même croisé son père décédé, qui d'ailleurs ne l'a pas reconnu. Ce qui prouve bien qu'Alain garde son intellect et sa capacité de jugement intacts. Et c'est justement ça qui nous amène à l'anecdote la plus frappante de tout le texte. Revenons à cette glissade qui le dépose devant ces fameux bûcherons. Les bûcherons Babacool. Ouais, il arrive et il y a un homme en bas de la glissade qui l'accueille de façon assez agressive. Pas très sympa pour un comité d'accueil astral. C'est net. Mais Alain, il a une botte secrète. Il raconte une anecdote de son enfance. Gamin, il avait fait le vœu de pouvoir connaître instantanément le prénom et le hobby de n'importe quel inconnu. Le rêve de tout enfant un peu timidé. C'est clair. Et là, libéré de la matière, ce vœu devient réalité. Il s'approche de ces entités et leur sort leurs propres données, genre « tu t'appelles Pierre et tu aimes le foot, toi c'est Julie et tu aimes la peinture ». Et comment ils réagissent? Ils sont ravis. Alain dit qu'ils réagissent comme des enfants devant un sapin de Noël. Il utilise cette combine pour se faire accepter. Sauf que l'euphorie retombe très vite. Ah oui, c'est la douche froide. Il observe ces gens qui reprennent leurs activités. Et il a une révélation glaçante. Malgré leur politesse, ils manquent totalement de joie de vivre. Ils sont vides. Chacun fait son job, mais reste fermé de l'intérieur. Ils sont inaccessibles, figés dans leur rôle. Et c'est là qu'on peut faire une analogie fascinante avec notre époque. Moi, ça m'a fait penser directement à l'ère des réseaux sociaux. Ah, c'est tellement ça. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on a réalisé le vœu d'enfance d'Alain. On peut connaître le profil de quelqu'un à la perfection, son nom, ses vacances, son repas d'hier midi. Mais on n'a aucune intimité avec eux. Zéro. La connaissance intellectuelle superficielle, le fait de récolter de la donnée, ça ne crée absolument pas l'étincelle de la rencontre véritable. Et cela soulève une question essentielle sur l'au-delà. L'idée naïve, c'est que la libération du corps physique apporte instantanément la béatitude. On s'imagine tous le paradis avec des petits nuages, hein. Exactement. Mais Alain nous montre que la conscience libérée de la matière ne garantit pas la plénitude. Ces bûcherons, il leur manque quelque chose de vital. Il leur manque la chaleur, l'unité. Une unité qui naît peut-être, paradoxalement, de la friction avec notre monde matériel. C'est fort probable. Sans la douleur, sans les choix difficiles liés au temps linéaire, ils sont comme des automates astraux. C'est une tristesse folle. Et cette absence cruelle de profondeur relationnelle, ça pousse Alain à une conclusion bouleversante sur la nature de ces mondes. L'hypothèse d'Estrate. Oui. Pour Alain, la conscience est irréductiblement liée à la rencontre avec un grand R. Et ces mondes de bûcherons, ce ne sont pas le paradis céleste. Ce sont des zones frontalières. Il les appelle des strates faites de résidus de la mémoire. En gros, le moi de la personne décédée utiliserait ses propres souvenirs terrestres pour se construire un décor rassurant, pour pas paniquer. Un cadre fait pour être dépassé. Ça résonne énormément avec les archétypes de Carl Jung. Ou avec le fameux bardo tibétain, non? Tout à fait. Le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, décrit exactement ça. Un état intermédiaire généré par l'esprit, rempli d'illusions qu'il faut traverser pour atteindre la vraie lumière. Et Lia et Alain abordent un contraste frappant pour prouver ça. Alain, lui, n'a fait que des sorties hors du corps. Il est toujours vivant biologiquement pendant ses voyages. Son corps lui sert d'encre. Voilà. Mais son frère, c'est une toute autre histoire. Son frère est mort cliniquement à 33 ans sur une table d'opération. Une véritable NDE, une expérience de mort imminente. C'est ça, le genre de phénomène étudié par des pionniers comme le docteur Raymond Maudy ou le cardiologue Pim Van Lommel. Et l'expérience du frère est radicalement différente de celle des bûcherons. Qu'est-ce qu'il a vu, lui ?
Il n'a pas vu de décor bricolé. Il a rencontré un être de lumière, son ange gardien, d'une pureté absolue, où un nouveau nom lui a été révélé. C'est fascinant. Ça montre qu'il faut parfois frôler la destruction physique totale pour briser le monde de l'ego et accéder à cette vraie lumière. Là où Alain, lui, ne voyageait que dans les zones limitrophes de sa propre psyché. C'est une distinction fondamentale. Et ça nous ramène directement à la philosophie de Martin Buber. Qu'est-ce qu'il disait, Buber ? Buber faisait la différence entre deux types de relations. D'un côté, tu as la relation « je-cela ». Je-cela, ok. Dans cette relation, l'autre est un objet ou une fonction. C'est typiquement la relation avec les bûcherons astraux. Ils sont là, ils font leur truc, mais il n'y a pas d'échange d'âme à âme. Comme le caissier au supermarché, si on ne le regarde même pas. Exactement. Et de l'autre côté, tu as la relation « je-tu ». La vraie rencontre. La rencontre profonde, totale, vulnérable. L'expérience du frère d'Alain, c'est un je-tu absolu avec l'être de lumière. Et quand on a compris l'importance de ce « je-tu » absolu, comment on fait pour redescendre sur Terre et vivre une vie normale ? C'est le drame d'Alain. Oui, il a vécu une bascule radicale à 70 ans. Il a fini par expérimenter cette rencontre totale ici-bas, le fait, dit-il, d'être amoureux. Une transparence totale avec quelqu'un. Mais il y a un paradoxe douloureux. Et quel paradoxe! Chercher cette profondeur vertigineuse, ça éloigne des autres. Parce que la vraie intimité, ça terrifie les gens au quotidien. Les gens préfèrent la relation « je-cela », c'est plus sûr. Tellement plus sûr. Alain raconte qu'il se sent devenu un étranger pour le monde. Un monde qui lui semble presque trop innocent ou superficiel pour tolérer des stratégies, des mensonges ou des faux semblants. Et c'est là que le texte s'appuie sur la poésie de Florin Calérande, qui donne d'ailleurs son titre au document, La source du geste. Un poème magnifique. Il dit que l'essentiel, c'est de descendre à la source du geste, qui est le cœur. Mais un cœur qui est constamment rempli par nos 5 sens terrestres. Et c'est ça qui est crucial. Si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est la quête de tous les voyageurs de l'âme. On ne doit pas fuir le monde matériel. Exactement, pour Alain, cette source du geste naît à l'intérieur via un dialogue avec Dieu dans le silence intérieur, avant de se diffuser dans le monde physique à travers nos sens. Il faut maintenir l'intensité de sa présence sans se dissoudre dans les automatismes de la société. Ce qui pose la question ultime pour tous ceux qui nous écoutent, comment vivre en conscience ? Être dans le monde sans être de ce monde. C'est le défi d'une vie. C'est un voyage incroyable qu'on vient de faire. On est parti de la froideur des équations quantiques de Schrödinger. Ouais, l'arbre des possibles. Ouais. Et on a glissé à travers des mondes hyper réels. On a frôlé la mort clinique pour finalement découvrir que le véritable miracle de la conscience, c'est pas simplement le fait d'exister. Ni de voyager hors de son corps. Non, c'est d'être capable de se connecter profondément à l'autre, à travers cette fameuse source du cœur. Le savoir intellectuel, connaître le hobby du voisin, ça ne sert à rien sans l'ouverture vulnérable. Et pour conclure, j'aimerais soumettre à notre auditoire une dernière pensée, un peu vertigineuse, à méditer. Vas-y, je suis prête. Si ces royaumes explorés par Alain sont littéralement construits à partir des résidus de notre mémoire et de nos habitudes d'ego, ça signifie que nos interactions superficielles d'aujourd'hui sont les briques mêmes de notre au-delà. Waouh! Attends, tu veux dire que Si nous fuyons la véritable rencontre ici-bas, si on reste dans le superficiel par peur d'être vulnérable, on est peut-être en train de se construire, dès aujourd'hui, une éternité où on sera condamné à tirer des troncs d'arbres avec des inconnus sans jamais ressentir la moindre joie. c'est glaçant et fascinant à la fois. C'est une invitation radicale à oser la vulnérabilité de cette minute, en fait. Exactement. Ne devenons pas des bûcherons astraux. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleure conclusion. Merci d'avoir partagé cette exploration avec moi et merci à tous de nous avoir suivis dans les profondeurs de la conscience. À très vite pour une nouvelle plongée analytique.